Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, on va parler de l'élection présidentielle et de sa campagne mise en sourdine, mais aussi, vous vous en doutez, de la guerre en Ukraine. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, la petite ritournelle, n'oubliez pas de commenter, de partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer le référencement. C'est parti. Et aujourd'hui, je reçois François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle jusqu'à il y a peu, puisque vous n'avez pas réussi à réunir les 500 parrainages, contrairement à l'élection présidentielle de 2017, où vous étiez sur les starting blocks. Première réaction peut-être sur ce point, François Asselineau, une déception j'imagine. Oui, une énorme déception, parce que c'est pas uniquement moi, c'est qu'il y avait des centaines de militants qui ont cherché les parrainages depuis 2 ans. Donc c'est évidemment un échec pour lequel je prends une part de responsabilité, bien sûr, et puis une grosse déception. Ce qui est important, c'est de comprendre les échecs et de comprendre ce qui s'est passé. Alors j'ai fait excusez-moi de le citer, mais j'ai fait une longue explication sur notre chaîne UPR TV. Donc pour ceux que ça intéresse, d'aller voir exactement les détails. Parmi tout ce qui s'est passé, j'en citerai une chose quand même qui est très importante, c'est l'affaire des parrainages. Vous savez qu'il y a à chaque élection présidentielle de moins en moins de maires qui parrainent. Il y en a eu 6,3% de moins qu'en 2017. Ils ont des pressions considérables, avec notamment la publication de leurs noms. Et donc le fait que de moins en moins de maires parrainent et que par ailleurs les partis politiques importants ont un candidat et massivement parrainent le candidat. Madame Pécresse, elle a plus de 2200 ou 2300 parrainages. Et ça fait qu'ils siphonnent les parrainages pour quelques candidats. Donc du coup, ça met les candidats qui sont des candidats d'opposition, et tout particulièrement d'ailleurs ceux qui remettent en cause les questions de l'Union européenne, ça les met dans une position très difficile. Et s'il n'y avait pas eu la procédure Bayrou, probablement que seul Mélenchon aurait pu, parmi les candidats qui avaient des difficultés, passer au-dessus de 500. Mais Zemmour, Le Pen, moi-même, Poutou, etc., n'auraient pas franchi. Mais sur tous ces candidats, vous êtes le seul finalement à pas avoir franchi le cap. Alors le problème qui se pose, c'est que M. Bayrou, qui est à la fois président du MoDem et haut commissaire au plan, donc avec rang de ministre, financé par les contribuables, s'est arrogé un pouvoir. Il a dit comme ça, et alors il a eu tous les médias derrière lui, évidemment avec la bénédiction de l'Élysée, et il a dit, ben voilà, moi je vais rassembler des parrainages, je vais faire une bourse au parrainage, pour permettre aux maires de ne pas d'échapper à la vindicte s'ils ont parrainé tel ou tel. Donc je vais être une espèce de blanchiment de parrainage et je les distribuerai à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Et donc M. Bayrou a donné des parrainages. Alors j'ai mis ceux qui s'intéressent verront sur notre vidéo la courbe des parrainages qui est tout à fait explicative. C'est-à-dire qu'à partir du 24 février, il y a eu une réunion de M. Bayrou. Je le sais parce que j'ai eu M. Bayrou au téléphone personnellement et j'ai eu également 2 députés de son entourage qui m'ont téléphoné pour savoir un petit peu comment je voyais les choses. Je leur ai fait valoir que si je n'étais pas candidat, il n'y aurait pas de candidat pour proposer le Frexit, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, qui sont des sujets pour le moins d'actualité. C'est peut-être justement parce que je leur ai expliqué ça que j'ai pas eu droit au parrainage. Donc on a vu d'un seul coup toutes les courbes monter très très vite, brutalement, pour Mélenchon, pour Zemmour, pour Madame Le Pen, un petit peu moins pour Madame Le Pen d'ailleurs, et pour Poutou qui... Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire camarade Artaud, du coup. Ça veut dire que Macron, pour être clair, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, Macron et Bayrou ont décidé de qui serait candidat et qui ne le serait pas parmi ceux qui avaient des difficultés. Et ils ont donc décidé de faire passer, alors qu'il avait moins de parrainage que moi à l'origine, de faire passer M. Poutou, c'est-à-dire le 2e candidat trotskiste, de le faire passer parmi les candidats plutôt que moi. Et donc ils ont décidé, je ne veux pas être méchant vis-à-vis de M. Poutou, mais personnellement, je sais, je suis peut-être pas suffisamment fin politique, mais j'ai toujours pas compris la différence qu'il y a entre M. Poutou et Madame Artaud.
Honnêtement, je ne comprends pas. Enfin, ça fait des années. Enfin, à chaque élection, on voit à la fois Lutte ouvrière et ce qui était autrefois la Ligue communiste révolutionnaire, qui est maintenant le NPA. Monsieur Poutou est plus drôle pendant les débats. Alors peut-être, oui, c'est vrai. On peut peut-être dire des choses comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'apporte le fait qu'il y ait 2 candidats? Ça, je ne comprends pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que mon absence à cette campagne va contribuer, je pense, au désintérêt de cette campagne, parce que les grands sujets ne sont pas évoqués. Alors, on a pris une décision, enfin j'ai pris une décision, c'est que sur notre chaîne de télévision UPR TV, qui d'ailleurs marche très très bien, presque aussi bien que Télé Liberté. Ah, presque, hein. Attention. Non, franchement, on fait des vues. Là, j'ai fait une vidéo sur l'Ukraine. On va franchir le 1 million de vues sur YouTube au bout de 13 ou 14 jours. C'est quand même beaucoup. Donc, j'ai pris une décision, c'est qu'on va faire une contre-campagne. Et donc, on va diffuser des vidéos où je vais parler des vrais sujets qui ne sont pas abordés pendant la campagne. Par exemple, le vrai sujet de l'inflation. Le vrai sujet de l'euro. La décision qui a été annoncée hier de Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, c'est que la BCE va arrêter, ou du moins vraiment freiner considérablement les rachats de ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Alors ce sont des choses un petit peu techniques, mais ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est que du point de vue et de l'inflation et de l'euro, on va vraiment vers des jours de plus en plus difficiles. Comme si on avait besoin de ça en plus de tout le reste, si vous voulez. Donc ça, ce sont des sujets qui ne vont pas être abordés lors de l'élection présidentielle. Ni l'euro, ni notre appartenance à l'OTAN, puisque je rappelle quand même que de tous les candidats, si j'ai bien compris, il n'y a que Mélenchon qui dit qu'il faut sortir de l'OTAN, mais comme il ne veut pas sortir de l'Union européenne, et comme la politique étrangère de sécurité et de défense dans les traités européens doit respecter les principes de l'OTAN, en fait, M. Mélenchon dit une chose et son contraire. Quant à tous les autres candidats, M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, eux, qui sont critiques de l'OTAN, proposent la sortie du commandement militaire intégré, mais pas de l'OTAN. Or, l'OTAN est en train... C'est-à-dire la situation avant Nicolas Sarkozy. Voilà. Or, l'OTAN est en train de nous entraîner vers la guerre. Enfin, on le voit bien. Avec l'affaire ukrainienne, c'est très dangereux. Voilà. Donc, tous ces grands sujets... L'Union européenne aussi n'est pas abordée, en fait. On considère que, comme c'est tout à fait normal, vous avez vu quand même que M. Macron, président du Conseil de l'Union européenne, a fait savoir que il avait reçu, et donc il a un peu donné sa bénédiction à la demande d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie à l'Union européenne. Bon, il est encore très très loin de la coupe aux lèvres, hein. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Les Français, ils apprennent ça, ils savent même pas où est la Géorgie ou la Moldavie. Enfin, je suis sûr que... L'Ukraine non plus, souvent. Oui, jusqu'à il y a un mois, je pense que beaucoup de Français ignoraient ce que c'était. On a donc les sujets absolument les plus fondamentaux qui ne sont pas abordés. Voilà. J'ai vu en revanche que Mme Pécresse, ou M. Zemmour, bon, ils se sont écharpés. Et hier, encore une fois, c'était pas toujours sans intérêt, mais c'était souvent sur des sujets très polémiques. Et pendant qu'on parle de la polémique, des saluts nazis, qu'on parle de l'islam, ici et ça, je ne dis pas que c'est pas des sujets importants, mais quand même par rapport à ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis du niveau de vie des Français qui va s'effondrer, parce qu'il n'y a pas que l'essence qui va monter. La BCE elle-même a reconnu hier que le taux d'inflation qu'elle avait prévu pour cette année, qui était, je crois, de 3,8, maintenant, elle l'anticipe à 5,2. Donc 5,2, on arrive dans des zones maintenant, on peut parler d'une inflation assez forte. Tout ça n'est pas bon, tout ça n'est pas sain. Et je ne parle même pas, peut-être, du retour de la Covid-19 4.0 ou 5.0 qui nous pend au nez. Donc l'avenir est quand même très mauvais. Je ne veux pas jouer les Cassandres. Mais dans la tragédie grecque, Cassandre avait raison, hein, malheureusement. Mais je pense qu'il y a vraiment des sujets qui sont glissés sous la table, et ça, c'est vraiment pas bien. Alors, vous venez d'évoquer justement la question du Covid-19. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans d'ailleurs, même que la France vit au rythme de la pandémie et que les médias vivent au rythme de la pandémie. Mais depuis quelques semaines, le sujet qui tourne désormais en boucle dans toutes les télévisions, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, Emmanuel Macron, on l'a vu, essaie de prendre sa part, mais c'est aussi l'occasion pour lui, visiblement, d'échapper à la campagne présidentielle. On a vu même émerger cette semaine un sondage surprenant, pour le moins,
qui était allé tester l'opinion des Français quant à un report de l'élection présidentielle. Et on sait que Christophe Barbier, pour ne pas le citer, ou Nathalie Saint-Cric avaient carrément évoqué la possibilité d'une reconduction tacite du mandat présidentiel pour Emmanuel Macron, puisqu'il y avait la guerre à nos portes. Je pense de façon générale que l'Occident file un mauvais coton, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire que l'on voit des signaux d'alerte qui se multiplient quasiment toutes les semaines sur des pans entiers de ce qui était le monde occidental dans les années 60, 70, 80 que j'ai connu, qui était un monde où il y avait quand même un grand respect de l'état de droit, il y avait quand même un respect des libertés publiques, un respect de l'opposition, il y avait des choses qui se faisaient, d'autres qui ne se faisaient pas. Et notamment, il y avait des choses qui se faisaient, c'est-à-dire que le président de la République respectait la Constitution. Maintenant, je vois que toutes les semaines apportent son lot de choses plus extraordinaires les unes que les autres, non seulement en France, mais dans le reste de l'Occident. Je prendrai par exemple la fermeture de RT France et de Sputnik. C'est un véritable scandale. C'est Mme von der Leyen qui n'en a aucun pouvoir. Les traités ne donnent aucun pouvoir à la Commission européenne. Mme von der Leyen, qui n'est pas française de surcroît, qui est allemande, qui n'a été élue d'ailleurs par personne, qui a décidé qu'il fallait fermer tous les RT, le Russia Today dans tous les pays d'Europe, au motif que c'était un instrument de propagande. Bon. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que, si je ne m'abuse, il y a aussi un gel des comptes qui a eu lieu et qui pose un véritable problème, en plus, pour tous les salariés de ces entreprises. Donc, alors, je crois savoir que Ksenia Fedorovna, qui est la présidente de RT France, a lancé une procédure devant les tribunaux. C'est incroyable ce qui s'est passé. Parce qu'en plus de ça, moi j'en sais quelque chose. À RT France, je n'y étais plus invité d'ailleurs depuis 2-3 ans. Ils avaient quand même... Ils invitaient pratiquement plus de politique. Ils avaient je sais pas, enfin ce qu'ils disaient, il n'y avait rien de contestable particulièrement. Ils donnaient des informations. Donc là, c'est un peu... Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à ce qu'on appelait une lettre de cachet. Sous Louis XIV ou sous Louis XV, quelque chose avait déplu au roi, plaf, c'était une lettre de cachet, et c'était la direction de la Bastille, ou bien repartir sur vos terres, comme le comte de Bussy-Rabutin qui avait été chassé sous Louis XIV. Bon, là, c'est exactement ça. On n'est plus dans l'état de droit. On a appris cette nuit, la nuit précédente, on a appris que Facebook et Instagram ont eu le feu vert pour mettre en ligne des messages qui appellent à combattre les Russes civils et militaires, et même appellent à l'assassinat de Poutine et de Loukachenko, le président de la Biélorussie. C'est contraire à tous les principes de Facebook et d'Instagram, mais là, ils ont une exemption. C'est incroyable. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que Facebook et Instagram, c'est la même entreprise d'ailleurs, n'ont pas vocation à censurer ce type de propos. Voilà. Ils ont, c'est une dépêche Reuters, hein, donc c'est tout à fait sérieux. Voilà, donc Ce qui est à mettre en parallèle, par exemple, pour notre expérience, du nombre de publications qui sont supprimées sur le compte de TV Liberté quand on se contente de faire la promotion d'une vidéo, type une vidéo de Didier Raoult, par exemple. Voilà. Donc on est vraiment... effectivement, maintenant, quand vous prenez D'ailleurs, il y a eu la fermeture... Alors, il paraît que c'était une erreur, mais enfin, il y a eu quand même, je crois, plusieurs comptes Facebook qui ont été fermés. Twitter. Des comptes Twitter de l'entourage de Zemmour, je crois. Et de Marine Le Pen. Et de Marine Le Pen. Bon, moi, je ne suis pas pour Marine Le Pen ni pour Zemmour, mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il faut maintenant... On est dans je vous interromps là aussi, parce que cette démonstration était que tout était prêt pour qu'en un clic, un nombre de comptes puisse sauter très rapidement. Voilà, donc il faut vraiment dire que nous sommes en train de basculer dans une ère de dictature généralisée. Hein, et je vois, par exemple, à quel point on est... moi, ça m'a fait penser l'autre jour, j'avais été invité, parce que dans les tout derniers jours, le CSA était intervenu pour que j'ai quelques minutes. Donc j'ai été invité sur quelques chaînes de télévision, mais trop tard pour me relancer sur les parrainages. Et donc j'ai été invité sur BFM TV. Bon, j'avoue que je ne regarde jamais BFM TV, mais là, je suis arrivé 15 minutes avant que je ne passe. J'étais sur le plateau, il m'a fait venir un peu trop tôt. Et ce que j'ai entendu, j'étais sidéré. Ça m'a fait penser à ce qu'on appelait le bourrage de crâne en 1914. C'est-à-dire que c'est totalement... Les informations sur l'Ukraine sont totalement manichéennes. C'est-à-dire qu'il y a le camp du bien, un type absolument extraordinaire qui est Zelensky. Alors,
alors que c'est un escroc, alors qu'il a détourné de l'argent, alors que c'est 41 millions de dollars, alors qu'il est en cheville avec la pègre en Ukraine, qui est un pays ultra corrompu. Je ne dis pas que Poutine, c'est un petit saint. Mais je dis, voilà, on ne replace jamais en perspective ce qui s'est passé avec le conflit ukrainien. Ce qui se passe, ça fait 8 ans que les Ukrainiens bombardent les provinces du Donbass. C'est un fait absolument avéré. Et donc, on a d'un seul coup le camp du bien qui s'est érigé. Et moi, je frémis quand je vois aussi qu'il y a des Russes qui vivent en France, qui sont agonis d'injures, des bâtiments publics comme l'église qui est au bord de la Seine, l'église orthodoxe, qui a été taguée. Enfin, et puis, quand on voit aussi cette chasse aux sorcières contre des chefs d'orchestre, contre des cantatrices, des sportifs, c'est dingue. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça fait penser que la France, malheureusement, est en train de devenir sous l'anti-modèle américain. Aux États-Unis, ils ont une sérieuse tradition d'hystérie. D'hystérie politique, ça commence avec les sorcières de Salem, vous savez. Ça continue, on trouve tout au long de l'histoire américaine le maccarthisme. Eh bien, c'est ce genre de choses. En 2003, rappelez-vous, Chirac et Dominique de Villepin se sont opposés à la guerre en Irak, au motif qu'il n'y avait pas de certitude que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Chirac et Villepin avaient raison. D'ailleurs, moi, je connaissais Villepin, je lui ai envoyé un petit mot de félicitations après son discours à l'ONU. Bon, en 2003, c'était il y a 19 ans, je remonte pas à l'homme des cavernes. En 2003, la France avait été traînée dans la boue aux États-Unis, et c'était pareil. Hein. C'est-à-dire le foie gras, le champagne, tout ce qui était français, il y avait une espèce de French bashing, comme il disait. C'est-à-dire que tout y passait. Et en 2003, la France avait encore tenu son rang, c'est-à-dire une puissance d'équilibre et qui sait dire non face aux dérapages des uns et des autres, et notamment aux dérapages américains. Et De Gaulle disait, les Américains devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non quand il s'agit quand c'est nécessaire. En 19 ans, maintenant, on est complètement à quatre pattes devant les États-Unis. On subit toute la géopolitique américaine, tout le narratif, comme on dit, c'est-à-dire le mensonge officiel qui entoure un conflit géopolitique de grande magnitude. Et malheureusement, eh bien, on verse dans la même hystérie que les États-Unis en 2003 contre la France. Désormais, c'est la même hystérie pour l'Ukraine et contre la Russie. Moi, ça me fait froid dans le dos parce que je me dis qu'on est en train vraiment de changer de société et qu'on a extirpé du cerveau des Français ce qui faisait normalement l'une des qualités des Français, c'est-à-dire le discernement, le sens de la nuance, les intellectuels. Où sont passés les grands intellectuels qui s'opposaient en France à des quantités de choses dans les années 70 et 80 ? Là, on a l'impression que tout le monde est derrière. Bernard-Henri Lévy, vous avez vu, qui a fait une tribune dans Libération. C'était incroyable. C'est un truc complètement pousse au crime. Et d'ailleurs, j'ai vu un certain nombre d'intellectuels qui disent qu'il faut arrêter d'acheter du pétrole, du gaz, etc. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent ? Si on fait ça, le prix de l'essence demain en France, ça ne sera pas 2,25 € ou 2,30 €, ça sera 3 ou 4 € le litre. Et ils se rendent compte de ça, ils se rendent compte que ce sont les catégories les plus modestes de la population qui vont trinquer, que ce ne sont pas les milliardaires qui pilotent toute cette affaire de très loin. Et par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier de faire sa machine à laver pendant la nuit et de baisser de 2 degrés son chauffage pour aider les Ukrainiens. Voilà, ça fait partie aussi effectivement de cette espèce d'écologisme punitif, une espèce d'autoflagellation. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a certains traits de certaines des travers du piétisme qui les églises se sont vidées, mais ça a envahi certaines sphères de politique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait quasiment faire sa flagellation parce qu'on a mis, il fait 20 degrés dans la chambre et que c'est trop chaud, etc., etc. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Je signale quand même que la France, parmi tous les pays développés, est celui est le pays dont l'économie est la moins carbonée, et que tous les efforts que l'on demande aux Français sont absolument insignifiants et par rapport à l'évolution du CO2. C'est pas là que ça se passe. C'est même pas au niveau de l'Union européenne. Là où les choses se passent, c'est avec les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc. Et avec les délocalisations industrielles. C'est ça qui a provoqué cette augmentation considérable du CO2. C'est pas les Français. Mais on a en France, le champion, c'est Jadot et EELV, des gens qui culpabilisent les Français au motif qu'on serait des nababs, on passerait notre temps à polluer l'atmosphère, alors que ça n'est pas vrai quand on compare aux autres peuples. Mais dans le même temps, vous avez M. Jadot élevé, qui sont favorables à l'Union européenne,
et donc à la libre circulation des mouvements de capitaux, et donc aux délocalisations industrielles qui sont à l'origine des processus même qu'il dénonce. Et on est vraiment dans un mensonge généralisé et dans une situation qui consiste systématiquement, dans tous les domaines, à culpabiliser les Français. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est le président non pas de l'Union européenne, mais du Conseil des ministres européens, comme vous me l'avez fait remarquer la dernière fois. Il était déjà prévu qu'un sommet ait lieu à Versailles jeudi et vendredi de cette semaine. Évidemment, la guerre en Ukraine s'est invitée. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui évoque la place de la France dans cette diplomatie qui pédale. Comment se fait-il? Le président de l'Union européenne actuellement, c'est M. Macron. Il fait Kennedy avec le téléphone, avec la photo en noir et blanc, la guerre dans le monde. Le mec, il rejoue la scène des fusées à Cuba. Le mec, il n'arrête pas de téléphoner, paraît-il, il discute, on ne sait pas de quoi. Et à la sortie, où vont discuter les gens? Ailleurs. Ils vont en Turquie, où ils ont demandé au gouvernement d'Israël, sauf erreur, Israël, c'est au Moyen-Orient. C'est un échec, une déroute totale. L'Europe est hors jeu. Alors c'est l'Europe qui est hors jeu ou c'est la France qui est hors jeu ou c'est les deux? C'est-à-dire le problème de Macron, c'est qu'il est effectivement... Enfin, c'est la France qui exerce, pour être très précis, la France exerce la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ici même, d'ailleurs, vous m'aviez gentiment reçu, qu'en fait, c'était pas grand-chose, c'était essentiellement organiser des réunions, des petits fours, etc. Macron s'empare quand même de ça pour se faire passer pour le président de l'Union européenne et pour aller voir Poutine, dans les conditions qu'on a vues, il a été humilié comme moi je n'ai jamais vu un chef d'État humilié comme il a été humilié par Poutine. Le problème de Macron, il est double. Le premier, c'est que c'est un problème personnel. C'est que sa personne, et il est brocardé dans le monde entier, les gens rient de Macron. Par exemple, vous avez vu ce service de presse de l'Élysée a sorti récemment des photos, on le voit en col roulé, des photos en noir et blanc, il se prend la tête comme ça. Enfin, on a l'impression que tel Atlas, il porte tous les problèmes du monde sur son dos. Enfin bon, c'est une mise en scène extraordinairement narcissique, comme si le monde tournait autour de sa personne. Donc ça fait ricaner. Enfin, en Ukraine même, ou en Biélorussie, ou dans tous les pays de l'Est, les gens, quand ils voient ça, ils se disent « mais il se prend pourquoi ?» Donc ça, c'est son problème, une équation personnelle. Deuxièmement, il a un problème structurel, c'est qu'il est à la tête d'un pays qui fait partie de l'OTAN. Donc, si vous voulez, il est très difficile de passer pour un monsieur bons office si vous êtes dans un des deux camps. Voilà, on ne peut pas être à la fois jugé parti, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc, il s'est auto-propulsé d'ailleurs, sans, si j'ai bien compris, avoir bien vérifié qu'il avait l'aval de l'OTAN. Oui. L'aval ni de l'OTAN, ni même de l'Union européenne, puisque son truc, c'est essentiellement à vocation nationale. C'est pour montrer, ces photos, c'est pour embobiner les Français. Bien. Il y a Olaf Scholz là-dedans qui est derrière, qui n'entend pas se laisser trop marcher sur les pieds par Macron et qui, lui, joue sa propre partition, le chancelier allemand. Et puis on a vu arriver en effet d'autres partenaires qui, à mon avis, Israël, je pense que c'est intéressant, le Premier ministre israélien, parce qu'Israël n'est pas dans l'OTAN. Bon, c'est un allié proche, évidemment, des États-Unis, mais Israël n'est pas dans l'OTAN. Et puis Israël a peut-être des moyens d'influence que nous ne connaissons pas. Hein. Je rappelle que le président ukrainien, Zelensky, est quand même juif. Et donc je rappelle qu'il y a, et je crois que le Premier ministre l'est aussi, donc il y a peut-être par la diaspora une influence qu'il peut avoir, et qui, moi ce que je vois, c'est que lorsque le Premier ministre israélien s'est rendu à Moscou puis en Ukraine, d'un seul coup, vous avez vu, la tension est beaucoup tombée. Et d'un seul coup, vous avez vu qu'il y a eu du côté russe et du côté ukrainien un rapprochement. Les Russes ont aligné les 4 exigences qu'ils ont. Ukraine démilitarisée, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, reconnaissance des républiques autonomes de Lugansk et de Donetsk, et enfin reconnaissance du rattachement de la Crimée à la Russie. Ce sont les 4 exigences qui ont été formulées par la Russie, qui, de vous à moi, me paraissent assez en ligne avec ce que Poutine a toujours dit. Et on est très très loin d'Hitler voulant envahir toute l'Europe. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui a toujours été dit. Si je peux me permettre, si les tensions avaient été abaissées plus tôt, Poutine n'exigeait encore pas la démilitarisation de l'Ukraine. C'est vrai. Mais en revanche, j'ai noté que Poutine semblait vouloir évincer Zelensky et les gens au pouvoir pour dénazifier l'Ukraine, ce qui est assez paradoxal puisque justement Zelensky est juif. Enfin,
ça fait partie des paradoxes très étonnants qu'on trouve en Ukraine. En tout cas, voilà, la Russie a été amenée à formuler très clairement ses exigences, et j'ai vu que sur la chaîne de télévision ABC américaine, Zelensky est allé dans ce sens. Il a dit qu'il ne réclamait plus l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui est le point rouge. De toute façon, ça se terminera comme ça, ou alors ça ne se terminera pas, ou alors ça se terminera en guerre nucléaire. Jamais la Russie n'acceptera que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Voilà. Et puis il a dit qu'on pouvait discuter de la Crimée et des républiques autonomes. Donc en fait, celui qui a réussi à faire une mission de bons offices, c'est quand même le Premier ministre israélien, qui n'est pas dans l'OTAN, et puis la diplomatie israélienne, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, c'est quand même une diplomatie extrêmement réaliste. C'est vraiment la réalpolitik. Bon. Donc, ils se sont bien gardés de fustiger Poutine. J'ai vu que le Premier ministre israélien, il a dit non, mais Poutine, il n'est pas du tout paranoïaque, il n'est pas du tout fou, c'est quelqu'un de rationnel. Ce qui est vrai. En revanche, nous, on est dans l'hystérie, comme les sorcières de Salem ou comme la McCarthyisme, où j'ai dit on est sous influence de la bulle américaine, et donc on est là en train de dire que Poutine est paranoïaque. De toute façon, tous les opposants aux États-Unis sont toujours paranoïaques. Moi, j'ai fait un petit tweet là-dessus récemment. C'est assez extraordinaire. Tous les opposants aux États-Unis, Loukachenko, Saddam Hussein, Maduro au Venezuela, les dirigeants chinois, etc., etc. Tout le monde, à un moment ou à un autre, même Trump, d'ailleurs, a été jugé paranoïaque par les Américains parce qu'en fait, il n'était pas en conformité avec le complexe militaro-industriel et l'État profond aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, je trouve que... On a le sentiment aussi qu'aujourd'hui, critiquer la politique otanienne, qui a consisté quand même à laisser penser à l'Ukraine qu'elle allait pouvoir entrer sans grand problème dans l'organisation sans que la Russie ne réagisse, c'est aussi une forme de poutinolâtrie ou de russolatrie ou de... C'est assez paradoxal. Ça m'a valu de me faire traiter de nigaude, ce que j'ai trouvé assez amusant d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Qui vous a traité de nigaude ? Un téléspectateur m'a traité de nigaude. J'ai trouvé ça plutôt drôle, en fait. C'est assez désuet comme adjectif, c'est assez amusant. Quand c'est désuet, ça m'amuse. Le problème, c'est qu'on ne peut plus avoir le sens de la nuance. Voilà, c'est-à-dire que moi, je dis depuis... On ne peut pas dire le contraire. Ça fait 15 ans que j'ai bâti un parti politique pour dire qu'il faut sortir de l'OTAN. Pendant très longtemps, c'est comme sortir de l'Union européenne, les gens ne comprenaient pas. Puis maintenant, les gens comprennent. Et on ressort, d'ailleurs, il y a 7 ans, j'avais été invité par Ruquier, j'avais eu un petit échange avec Léa Salamé, ça circule sur Internet. Il y a 7 ans, j'avais dit à la télévision, l'OTAN va nous entraîner vers des guerres illégales et je crains beaucoup ce qui peut se passer en Ukraine. C'était il y a 7 ans. Voilà, je suis pas Madame Soleil, c'est simplement que je suis quelqu'un qui connaît d'abord, j'ai été dans des cabinets ministériels, notamment aux affaires étrangères, et puis je connais quand même le dessous des cartes et puis la géopolitique. Ça, c'est d'ailleurs, au passage, une qualité éminente que les donneurs de parrainage auraient dû se poser au moment où ils accordaient leur parrainage. Parce qu'ils ont donné leur parrainage, je ne vais pas citer de nom, mais il y a, à mon avis, 80% des candidats à la présidentielle qui n'ont absolument pas le niveau, qui ne comprennent rien à la géopolitique, rien. C'est quand même grave, puisque c'est quand même le rôle numéro 1 du président de la République, excusez-moi de le dire. C'est pour ça que je fais donc cette contre-campagne où les gens pourront voir ce qu'aurait dû être une élection présidentielle normale. Mais pour en revenir donc à ce que je disais, l'OTAN, en effet, nous entraîne vers la guerre. Et moi, la solution que je propose depuis 15 ans, c'est que la France doit sortir de l'OTAN parce qu'elle n'a plus sa justification. Il n'y a plus le pacte de Varsovie. Ça n'est pas vrai. La Russie a quand même beaucoup perdu de sa puissance. Il y a d'autres puissances qui sont arrivées. La France doit rebâtir une défense indépendante et remettre beaucoup plus d'argent sur le ministère de la Défense. Et par ailleurs, la France doit sortir de l'Union européenne et nouer des relations de confiance et de collaboration avec la Russie, avec la Chine, comme d'ailleurs avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Voilà. Là, en choisissant un camp, on est en train, au bout du compte, qui c'est qui va payer ? C'est le Français moyen. Hein. C'est lui qui va payer son plein d'essence 2,30 €. Hein, voilà. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les États-Unis vont en plus nous en profiter pour nous vendre leur gaz de schiste, qui est extraordinairement polluant, et c'est le profit des États-Unis. Parce qu'au derrière tout ça, il y a quand même tout ça, ça sent le pétrole, hein, ça sent les hydrocarbures. Certains nous disent, il faudrait que l'on arrête d'acheter du gaz et du pétrole en Russie. Soit dit en passant, d'ailleurs, c'est la France qu'on importe beaucoup moins que l'Allemagne, qui en importe 55% et qui est beaucoup plus prudente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'achète plus de gaz et du pétrole en Russie, on va l'acheter où ? Bon, le producteur de gaz numéro 1, c'est le Qatar.
Est-ce que c'est mieux d'acheter au Qatar, dont l'émir finance les mosquées salafistes en Occident et en particulier en France? Et les frères musulmans, c'est une bonne chose, ça? Non. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Ça serait d'acheter en Iran. Enfin, l'Iran, c'est fait l'objet de sanctions. À ce sujet, pardon, là aussi, je vous interromps, pardonnez-moi, mais les États-Unis, on voit que les discussions reprennent avec le Venezuela. Et de la même façon, l'Union européenne commence à se rapprocher à nouveau de l'Iran. Mais oui, parce que c'est ça qui est assez amusant. Drôle, si l'on peut dire. C'est pas très drôle, mais c'est quand même assez amusant. C'est le cynisme, en fait, d'occidental. C'est que vous avez des grandes protestations. Je me rappelle, il y a encore quelques années, les États-Unis ont décrit le régime vénézuélien comme une abomination de la désolation. Bon, c'est pas forcément, d'ailleurs, le régime que je préfère, soit dit en passant. Mais enfin, encore une fois, normalement, comme on dit en France, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Le problème du Venezuela, ce sont les problèmes des Vénézuéliens. C'est pas le problème d'autres choses. Donc, rappelez-vous, il y a 4-5 ans, Maduro avait été voué aux gémonies par les Américains. Les Américains, d'ailleurs, ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont plus d'ambassadeur, et je crois que ça fait au moins 7 ou 8 ans qu'il n'y a même plus d'ambassade. Donc, Maduro a été voué aux gémonies par les Américains. Ils ont sorti d'un chapeau un type qui s'appelle Guaido, qui est en fait un supplétif des États-Unis. Et d'un seul coup, vous avez eu au garde à vous les pays satellites, parce que maintenant nous sommes un pays satellite, avec monsieur Macron qui a reconnu la légitimité de ce Guaido qui n'avait pas du tout participé à l'élection présidentielle. Tout ça est tourné en eau de boudin. On s'est aperçu que le Guaido en question avait des contacts avec des barons de la cocaïne en Colombie. Ça faisait quand même pas très chic. Et puis, on s'aperçoit maintenant que lorsque les États-Unis maintenant veulent punir la Russie, ils veulent absolument isoler la Russie. D'un seul coup, le même Maduro, qui avait été traité de paranoïaque, j'en parlais tout à l'heure dans les journaux, et notamment en France, d'un seul coup, on le retrouve, c'est un type formidable. Biden, excusez-moi, a envoyé une délégation pour aller discuter le bout de gras avec Maduro, de la même façon qu'effectivement, les Européens, maintenant, vont aller discuter avec les Iraniens. On voit que derrière tout ça, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, beaucoup de distance. Il faut surtout pas se lancer tête baissée au moindre coup de sifflet de la propagande. Quand je vois des gens qui sont là, qui défendent l'Ukraine bec et ongle, alors qu'il y a 3 semaines, un mois, ils savaient même pas où c'était, même pas quelle était la capitale, ils ne savaient même pas citer 2-3 villes d'Ukraine, ils ne savaient rien sur le président, etc. D'un seul coup, ils s'enflamment comme ça parce qu'ils obéissent à une campagne médiatique. Vraiment, ça fait peur. C'est sans doute aussi une empathie réelle de la part de la population. Oui, bien évidemment. À l'égard d'une autre population. Lorsque l'on voit des gens qui sont sous les bombes, ça ne fait jamais plaisir. De ce point de vue-là, d'ailleurs, moi j'ai été effaré par la réaction de Zemmour, qui a dit qu'il n'accepterait pas de réfugiés ukrainiens. Bon, je trouve que c'est méchant, en fait. En fait, excusez-moi de dire ce que je pense, c'est que je pense que M. Zemmour, il est en train de se torpiller parce qu'il apparaît comme quelqu'un de méchant, en fait. Il a dit des choses contre les handicapés, il a dit des choses contre les réfugiés, etc. Bon, les Français, je pense, ils sont des gens pétris de culture chrétienne, de charité chrétienne. Lorsqu'il y a des gens sous les bombes, quand même, la moindre des choses, c'est de les accueillir. Bon, ce qui ne veut pas dire pour autant jeter l'opprobre nécessairement, exclusivement sur la Russie. Il faut avoir là-dessus une vision modérée, une vision nuancée. Et là aussi, M. Zemmour a donné l'impression d'être soutenir mordicus Poutine, puis d'un seul coup, comme il a vu que les sondages n'étaient pas bons, hop, d'un seul coup, il se met à chanter les louanges de Zelensky. Tout ça n'est pas sérieux. Un homme d'État, c'est pas quelqu'un qui réagit en fonction du dernier sondage. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui voit les problèmes de loin, de haut, qui connaît l'histoire et qui sait que la réalité, elle est toujours nuancée. Il y a toujours, dans un conflit, du pour et du contre dans chacune des parties. Donc il faut essayer de trouver une solution pour amener les gens à la raison. J'aimerais vous faire écouter quelques propos d'Alexis Corbière et vous faire réagir ensuite, si vous voulez bien. Vous parlez des armes françaises, franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais pour vous avez la liste, vous, Pardon ? Vous avez la liste des armes fournies par la France ? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée et je ne dois pas vous dire. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Bon, visiblement, une indiscrétion de la part d'Alexis Corbière. Oui, une indiscrétion, c'est assez maladroit. Mais au-delà de cette maladresse de la part de M. Corbière,
On voit d'ailleurs, comme tout à l'heure sur l'épisode concernant Mélenchon, finalement, j'en ai pas beaucoup parlé. On voit une certaine difficulté à se positionner de Mélenchon et de ses troupes et de la France insoumise. Il y a quand même un problème de fond qui est posé. C'est que on nous a dit depuis des décennies, moi j'ai été bercé comme par ça depuis le berceau, que l'Europe c'est la paix. Bon, et on assiste à quoi? On assiste au fait que l'Union européenne nous entraîne vers la guerre. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, ce que devrait faire l'Union européenne, ça n'est certainement pas d'envoyer des armes à des Ukrainiens. Des armes défensives. Oui, des armes défensives. Mais enfin, comme on l'a à peine abordé tout à l'heure, l'OTAN et l'Union européenne, depuis des mois, et même des années, puisqu'ils n'ont pas bougé pendant 8 ans, depuis des mois, consistent à dire aux Ukrainiens « Allez-y les gars, allez-y, allez-y, allez-y ». Et les Ukrainiens ont cru, ils se sont fait avoir, ils ont cru qu'ils auraient le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne. Sauf qu'au moment où d'un seul coup on est au pied du mur et que les Européens et l'OTAN plus généralement se rendent compte que c'est désormais face à la Russie et que Poutine ne plaisante pas. Il faut pas oublier que Poutine n'est pas seul. Il a toute la haute hiérarchie militaire derrière lui. Les gens qui disent qu'il faut aller tuer Poutine, outre que c'est absolument ahurissant de voir ça sur les chaînes de télévision publiques, mais il faut voir que c'est pas seulement Poutine. Bon, donc lorsque l'Occident se rend compte de ça, il n'y a pas, en fait, soyons sérieux, qui veut mourir ou voir ses enfants mourir pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Enfin, c'est risible. Bon. Donc ça veut dire, même avec une propagande peut-être énorme. des Ukrainiens, en l'occurrence. Oui, mais non, mais je parle des Français. Oui. Français de souche, c'est quand même pas ces affaires. Bon. Donc, en réalité, l'OTAN a fait quoi? Et ce que fait Macron, c'est qu'il dit, il prend des remontades. On va envoyer des soldats. Oui, mais on les envoie où? On les envoie en Estonie, où on a déjà, sur une base militaire, il y a déjà 300 soldats et des chars et des engins blindés, qui est la base de Tesa, qui est à 250 km de Saint-Pétersbourg, mais dans le cadre de l'OTAN, et on envoie des soldats surnuméraires aussi en Roumanie. Mais ce sont des pays membres de l'OTAN. Et contrairement à ceux qui disent Poutine est un nouvel Hitler, c'est un fou, non. Poutine n'a jamais montré quoi que ce soit comme quoi il allait s'attaquer à des pays membres de l'OTAN. Poutine, il sait jusqu'où il peut aller. Voilà. En revanche, les pays de l'OTAN, eux, ont essayé. En fait, c'est un bluff. On est dans du poker. C'est d'ailleurs une spécialité américaine. Le bluff, c'est d'essayer d'arracher l'Ukraine pour la faire entrer dans l'OTAN. Et là, on se heurte à un mur. Donc, l'OTAN et l'Union européenne, en fait, ne soutiennent pas Zelensky. Ils le soutiennent alors c'est très gentil, vous avez Madame Hidalgo qui met du bleu et jaune sur l'hôtel de ville de Paris, et pareil, Monsieur Édouard Philippe qui fait la même chose sur l'hôtel de ville du Havre et compagnie. Mais c'est ridicule. Si on voulait vraiment aider l'Ukraine, c'est d'ailleurs ce qu'attendaient les Ukrainiens, c'est qu'on y aille avec des chars, etc., et que ce soit un engagement frontal. Il n'y en a évidemment pas question. Je rappelle quand même que la Russie, c'est la première puissance militaire nucléaire mondiale. 6250 ogives nucléaires. La France en a 290. Et les Américains, 5500. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Puisque même 200, j'imagine qu'on ne sera pas au top derrière. Sauf qu'ils ont quand même... D'abord, ils sont aussi les champions du monde pour les missiles antimissiles, avec les S-300 et les S-400. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité pour détruire tout missile qui se rapprocherait de la Russie, qui est absolument phénoménale. Et puis ils ont également un matériel depuis 2016 qui s'appelle le RS-28, je crois, qui est surnommé Satan II par les forces de l'OTAN, qui est ce missile terrifiant avec 12 ogives nucléaires et qui pourrait raser la France en quelques secondes, et qui est un missile à une très grande vitesse avec un rayon de 10 000 km. C'est un missile, je crois, hypersonique, mais en plus de ça, qui est un missile furtif, c'est-à-dire qu'il n'est pas décelable par les radars. Faut voir à quoi on s'attaque quand même. Et c'est du sérieux. C'est du sérieux, parce que les Russes, ils ne plaisantent pas avec le patriotisme. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, ils appellent ça la Grande Guerre patriotique. Donc là, on se heurte à du sérieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que Joe Biden a dit on n'enverra aucun boy en Ukraine. Et qu'ils ont dit hors de question, même ils ont refusé l'affaire des avions, vous savez, des MiG-29 avec la Pologne. Donc en fait, les Américains et les pays de l'OTAN, ils apparaissent comme ayant poussé l'Ukraine en avant, et puis en fait les laissant tomber. Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que je trouve que lorsque l'Europe envoie du matériel militaire, qu'est-ce que l'on peut craindre? On peut craindre que ça se transforme en une espèce de conflit de basse intensité, un truc qui traîne pendant des années,
Ce qui est déjà un peu le cas depuis 2014. Oui, exactement. Ce qui d'ailleurs est le cas en Libye, ce qui est le cas en Irak, ce qui est le cas dans tous ces pays où les États-Unis sont intervenus pour finalement fragiliser, voire détruire l'appareil d'État, pour avoir des seigneurs de la guerre, pour avoir une espèce de fragmentation, pour d'ailleurs y vendre du matériel militaire. C'est le lieu de tous les trafics. Les missiles Stinger, par exemple, que l'Allemagne va envoyer en Ukraine, on ne sait pas qui va les avoir, mais il est possible que ça se termine en fait ensuite dans des réseaux de trafic d'armes et qu'on les retrouve en fait en France, par exemple, un jour, dans une opération de terrorisme. Donc l'Union européenne, en envoyant dans une zone de guerre, avec un État très fragilisé, du matériel militaire comme ça, ne sait pas finalement ce qu'elle fait. Et moi je dis que normalement, puisque l'Europe c'est la paix, je ne sais pas si les tenants du dogme nous ont expliqué depuis 65 ans, depuis le traité de Rome, que c'est pour empêcher un conflit entre la France et l'Allemagne, il fallait les mettre autour d'une table et parler de la taille des sièges de tracteurs ou bien de la réglementation sur les produits phytosanitaires. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à la Russie d'entrer dans l'Union européenne ? C'est bien la preuve que ceux qui conçoivent l'Union européenne, qui est la face civile dont la face militaire est l'OTAN, ont conçu ça de point de vue géopolitique pour repousser la Russie dans ce que les géopoliticiens appellent l'interland euro-asiatique. Donc on est normalement, l'Europe n'aurait jamais dû, à mon avis, envoyer des armes. En revanche, on aurait dû saisir depuis belle lurette la Cour de l'ONU ou la Cour internationale de justice, ou faire des missions beaux offices, mais depuis belle lurette, pas attendre 8 ans. Parce qu'il y avait des exactions qui étaient commises, et puis on n'aurait jamais dû non plus faire penser à l'Ukraine qu'elle pourrait entrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, parce que c'est un chiffon rouge. Alors il y a des gens qui disent, je connais un petit peu l'argument, des gens qui disent « Comment ça, vous êtes souverainiste ? Eh bien la souveraineté de l'Ukraine, vous la piétinez, vous ne reconnaissez pas à l'Ukraine le droit d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Comment est-ce que vous pouvez dire ça ? C'est insupportable. » Je dis non, moi je suis effectivement pour la souveraineté des peuples et des nations, mais je ne suis pas pour l'inconscience. Voilà. Il y a un principe fondamental en politique, et notamment en politique internationale, c'est ce qu'on appelle la réalité, le principe de réalité. D'ailleurs, De Gaulle disait, rien ne vaut en politique, la politique doit partir des réalités. Les réalités, c'est que vous avez des pays qui... Vous savez, on n'est pas tous lotis de la même façon. La France, elle a des côtés très positifs dans son territoire, elle en a moins. On a une façade maritime extraordinaire, etc. Mais on n'a pas de pétrole. Bon, il y a des pays qui ont du pétrole, mais qui sont des pays très arides. Et puis il y a des pays qui sont, comme disent les Cubains, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Bon, les Cubains, les Mexicains, ils n'ont pas la possibilité, du point de vue géopolitique, de s'émanciper. Voilà. Et en tout cas, le Mexique ne peut pas, bien que le président mexicain soit un président de gauche et qui soit très prudent sur toutes ces affaires, et notamment sur l'Ukraine et sur la Russie. Je crois qu'il s'est gardé de trop condamner la Russie. Mais le président mexicain, il sait que s'il commence à bâtir des bases militaires russes avec des missiles qui sont pointés vers l'Arizona, le Texas et la Californie, il sait que ça va mal se passer. Bon, c'est ce qu'avait fait Cuba en 62. Lorsque Kennedy a décroché son téléphone et a fait savoir que s'il y avait ces missiles, c'était la troisième guerre nucléaire, personne n'a rigolé. Et d'ailleurs, tout le camp occidental a trouvé que la réaction américaine était normale. Je trouve que c'était normal. De Gaulle avait trouvé que c'était normal. Parce qu'on ne vient pas titiller une hyperpuissance comme les États-Unis d'Amérique sous le nez. On ne vient pas lui arracher à l'aigle, là, au pirètre, on ne vient pas lui arracher des plumes. Eh bien, c'est pareil avec la Russie. L'Ukraine, c'est comme ça, elle est frontalière de la Russie. En plus, elle a toute la partie à l'est du Dniepr, c'est la Kiev, c'est la Rousse de Kiev, c'est à partir de 1684 que ça a été rattaché à l'Empire tsariste. C'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé du tsar de toutes les Russies, avec la Rousse de Kiev et puis la Rousse de Moscou, etc. C'est une partie intégrante de l'histoire russe. C'est très très important à comprendre. Donc c'est un peu la chair de leur chair. C'est un peu comme le Kosovo avec la Serbie d'ailleurs. Ça fait partie de leur histoire nationale. Donc il se trouve que l'Ukraine ne peut pas, sans avoir une réaction énorme des Russes, ne peut pas en basculer dans le camp occidental. Les Russes ne peuvent pas accepter d'avoir à leurs frontières, ils en ont déjà avec les pays baltes et avec éventuellement avec la Roumanie, mais ils ne peuvent pas accepter d'avoir des bases militaires américaines le long de leur frontière avec la Russie. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il y a une solution qui est quand même pas offensante.
C'est d'ailleurs la solution, si j'ai bien compris, que propose Poutine et que Zelensky semble accepter. C'est une solution à la Suisse. C'est-à-dire, il y a des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, même dans l'Union européenne. Vous avez la Suède, la Finlande, même si les Américains font tout pour que la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN, mais qui n'y sont pas, de même que n'y sont pas dans l'Union européenne. Vous avez l'Irlande, l'Autriche, l'île de Malte et Chypre, Chypre, par exemple, n'est pas dans l'OTAN parce que la Turquie a fait savoir que ce serait un casus belli. Bon, ben voilà, c'est comme ça, on tient compte des réalités. Donc, mais la Suisse, par exemple, c'est un pays qui a proclamé sa neutralité depuis belle lurette. C'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas dans l'OTAN. C'est quand même un pays qui est l'un des plus riches du monde et qui est très ouvert sur l'eau. Donc, en quoi ça serait mal que l'Ukraine intègre dans sa constitution le principe de neutralité, avec un traité international, avec toutes les grandes puissances, comme il y a le traité de Moscou qui a réglé l'affaire de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne après la réunification. Donc, un traité international où les États-Unis, la Russie, la Chine, et puis les 5 grands du Conseil de sécurité, la France et le Royaume-Uni, seraient les garants d'une neutralité de l'Ukraine. Voilà. Et je pense qu'en disant ça, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, bienveillant et ami vrai du peuple ukrainien que ceux qui le poussent en avant pour aller se faire casser la pipe sans intervenir. Voilà. Il faut être beaucoup plus prudent. Voilà, les Ukrainiens, ils doivent faire ça. Alors c'est effectivement une petite... voilà, c'est une réduction de leur souveraineté nationale, c'est sûr, mais c'est une réduction intelligente. C'est comme les Suisses. Les Suisses se portent très très bien d'avoir ce système. Et nous aussi, on est obligés aussi de faire le principe de réalité. La France ne peut pas tout faire dans tous les domaines. François Asselineau, en guise de conclusion, si on reprend tous les sujets que nous avons évoqués, cette inflation, cette crise économique qui commence à se faire sentir, cette guerre à nos portes, l'hypothèse aussi d'une résurgence épidémique, nous le verrons plus tard, comment aborder cette présidentielle pour les Français finalement ? Ben, je pense, si vous voulez, il y a un grand malaise. Tout le monde a compris que c'est une présidentielle qui est gommée, effacée. C'est presque un hologramme de présidentielle. Hein. C'est-à-dire que les gens passent là-dedans à travers. C'est très très grave parce que, en fait, les Français maintenant sont dans une dictature qui ne dit plus son nom, puisque il n'y a plus que l'élection présidentielle. Ça devrait être l'élection phare de la vie politique française, où tous les 5 ans, les Français s'emparent de leur avenir collectif et décident ce qu'il doit être. Or, cette élection, ça avait déjà été le cas en 2017, elle est d'une certaine façon privatisée. Privatisée par des oligarques qui détiennent les très grands médias, privatisée par les médias publics qui obéissent à l'Élysée, privatisée par une espèce de consanguinité avec un grand nombre de responsables politiques ou journalistiques ou même d'intellectuels qui n'osent pas appeler un chat un chat. On est face à quelque chose qui est extrêmement dramatique parce que les Français ont le sentiment que cette élection présidentielle est déjà jouée, voilà, et que en fait les vrais débats n'ont pas lieu. Et je trouve que le fait que j'ai été évincé sciemment par Bayrou, parce qu'il avait des centaines de parrainages qu'il ne m'a pas donnés, le fait que j'ai été évincé sciemment, j'ai comparé ça, vous savez, à ce qui se passe en Iran. Vous avez le Conseil des sages de la Constitution, vous avez 6 civils et 6 laïcs, vous avez 6 mollahs, qui jugent au moment de la présidentielle qui a le droit de concourir et qui n'a pas le droit de concourir pour la présidentielle. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec l'islam, avec tous les dogmes chiites, etc., sont évincés. Voilà. Eh bien moi, c'est ça. En fait, j'ai eu affaire à une espèce de manipulation. Et vous avez monsieur Bayrou, en mollah européiste, avec un turban bleu aux étoiles d'or, qui a écarté le seul candidat qui proposait de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, on va avoir un candidat européiste qui va être élu dans tous les cas de figure. C'est la participation à l'UE, à l'euro et à l'OTAN qui vient de gagner. Alors, jusqu'à quand ? Il est là le problème. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une énorme abstention au premier tour, du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, parce que les Français ne vont pas voter, comme tous les peuples, ils ne vont pas voter s'ils ont le sentiment que tout est joué. Or, s'il y a une forte abstention, ça ne gênera pas forcément Macron d'être réélu avec une très forte abstention, mais ça se passera dans la rue. Et c'est ça qui est dramatique. Ou si ça se passe pas dans la rue, il y a encore un phénomène encore plus grave, c'est ce qui s'est passé en URSS vers la fin. C'est-à-dire que quand tout est bouché,
quand vous n'avez plus de choix politique, que l'avenir dans tous les domaines est bouché, qu'en plus de ça, vous avez une répression considérable, eh bien, vous avez un peuple qui devient étranger à lui-même, qui n'a plus qu'une seule envie, c'est de s'enfuir de la réalité, s'enfuir en fuyant à l'étranger, d'où l'émigration russe. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui n'envisagent qu'une chose, c'est de partir de France maintenant, ou bien alors s'enfuir dans des paradis artificiels, l'alcool, la drogue, etc., ou alors s'enfuir par une espèce de jouant foutisme général au boulot. Voilà, c'est exactement ce qui a mené l'Union soviétique à sa ruine, et j'ai le sentiment que c'est malheureusement la France qui va dans cette direction. C'est vraiment très grave. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, d'abord je dis qu'elles ont raison d'écouter TV Liberté, parce que ça prouve quand même qu'elles ont déjà une démarche proactive d'aller chercher de l'information ailleurs. Je me permets de vous féliciter. Je pense qu'il faut le pire des poisons, en fait, ce sont les grandes chaînes de radio et de télévision, parce que le débat est complètement faussé, complètement biaisé. Je peux me permettre de dire aussi qu'il faut qu'elles aillent sur UPR TV et aussi qu'elles diffusent l'information autour d'elles. Qu'elles diffusent l'information parce que nous sommes dans un pays sous occupation médiatique. Voilà. C'est exactement ce qui s'était passé en 40. L'équivalent du UPR TV ou de TV Liberté, c'était la BBC. C'était là que De Gaulle était allé pour lancer ces trucs. Mais en 40, vous ne pouviez pas, c'était plus possible à l'intérieur, sauf à passer à des actions violentes. D'ailleurs, si vous me permettez ce mot de la fin assez cruel, imaginez qu'il y ait eu une élection présidentielle à Vichy, en 1941, De Gaulle n'aurait pas eu ses 500 parrainages. Merci beaucoup François Asselineau. Merci d'être venu jusqu'à TV Liberté encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de commenter et évidemment de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Vous avez compris, c'est pour le bien de la démocratie et puis le bien de votre cerveau aussi. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir d'autres chaînes indépendantes, y compris de courants différents, d'autres sensibilités, parce que tout ça, ça pousse à réfléchir et c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.